Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro de La Voix est libre, le rendez-vous politique de la rédaction. Cette semaine, numéro spécial Club de la presse. Je reçois pour l'occasion Armel Leny, mon confrère de la Charente Libre. Bonjour Armel. Bonjour. Baptiste Bise, journaliste à Centre Presse La Nouvelle République, est également sur ce plateau. Bonjour. Baptiste. Je reçois également Arnaud Varane de l'hebdomadaire gratuit 7 à Poitiers. Salut Arnaud. Bonjour. Mon quatrième invité est en duplex de notre studio de La Rochelle, Arnaud Devel, rédacteur en chef de Demoiselles FM. Bonjour Arnaud. Bonjour Jérôme. Cette émission, vous l'imaginez, sera principalement consacrée aux élections régionales de décembre prochain. Mais je vous propose, messieurs, de commencer avec un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, le redécoupage des intercommunalités. Alors dans la Vienne, l'annonce d'un département avec 7 blocs d'intercommunalités a provoqué pas mal de remous dans la classe politique. Baptiste Bise, en gros, on va résumer, il est reproché à Alain Claes, le député maire de Poitiers, de s'accaparer la plupart des richesses économiques dans son grand Poitiers. Il est reproché par Francis Giraud, président de la communauté de communes du Val-Vert-du-Clin, principalement. Parce qu'en réalité, la carte, c'est quand même la préfète, les services de l'État qui l'ont constituée. Et effectivement, Grand Poitiers s'agrandit au nord, à la zone économique qui est située au nord du Futuroscope, donc au nord de la Technopole. Ce que dit Claes, c'est de toute façon, la Technopole, c'est déjà à Chasseneuil-du-Poitou, c'est déjà dans Grand Poitiers, donc ça ne change pas grand-chose. Sauf que ça change. C'est la partie Jaunet-Clan. Bah oui, ça change quand même, parce qu'il y a le Val-Vert-du-Clin, mais il y a aussi d'autres communautés de communes qui entrent. Celle qui étonne le plus, c'est celle du Chauvinois, Chauvigny, qui est quand même à 20 minutes à l'est de Poitiers. Là, ça fait moins couler d'encre, parce que le maire de Chauvigny, président de la communauté de communes du pays chauvinois, y est favorable. Mais c'est pas moins étonnant que le Val-Vert-du-Clin dans Grand Poitiers. Arnaud Varane, quand même, le Futuroscope dans le futur Grand Poitiers, c'est une bonne affaire pour Alain Claes. Alain Claes, de toute façon, perdant le statut de capitale régionale, doit finalement réunir le maximum de forces autour de lui. On avait un Grand Poitiers limité à 13 communes jusque-là. C'était quand même une des plus petites communautés d'agglos de la grande région. Donc, il y a une nécessité de grandir. Après, ce qui lui est principalement reproché, c'est la méthode, effectivement, puisque Alain Claes, tel un sphinx, n'a rien dit et n'a rien fait jusqu'à la réunion avec la préfète. Quand Baptiste dit que c'est le service de l'État et la préfète qui ont fait la carte, est-ce qu'on peut imaginer que Alain Claes, quand même, sachant que c'est quand même son parti qui est au gouvernement, peut avoir un peu mettre la pression, peut avoir la main, mais c'est quand même mieux d'avoir son propre ami dans le gouvernement à ce moment-là que l'inverse, non Baptiste? On a du mal à imaginer que la préfète ne l'ait pas consulté, effectivement. Mais je pense qu'elle a consulté d'autres élus, et puis qu'il y a aussi Jean-Pierre Ablin qui va avoir son mot à dire, le maire de Châtellerault, président du pays Châtelleraudais, ou tout comme le président du conseil départemental, Bruno Belin, ils sont aussi restés en retrait. Arnaud Varane. Ce qui est sûr, c'est que le fait que Poitiers doit absolument s'entourer et grandir, et que la préfète ait insisté sur ce passage éventuellement à une communauté urbaine, et donc que Poitiers puisse continuer à peser dans cette grande région, qui était un argument pas forcément intégré à la loi NOTRe. Ça, c'est quelque chose que les détracteurs d'un grand Poitiers dénoncent avec force. Dernière question, messieurs. Quelles seront concrètement les conséquences d'un nouveau Grand Poitiers tel que celui dessiné par les services de l'État ? Il y a beaucoup de conséquences et il y a beaucoup d'inconnus. Aujourd'hui, les principales inconnus, c'est l'harmonisation des compétences. Parce que sur un aussi grand territoire, tout le monde ne fait pas la même chose entre la petite enfance, entre la gestion des déchets, l'économie, l'urbanisme. Donc il va falloir à un moment donné harmoniser ça. Alors je résume ma question très simplement parce que beaucoup de téléspectateurs se posent cette question-là. Est-ce que je vais payer davantage d'impôts ou moins d'impôts avec ce nouveau découpage ? Alors pas forcément, ça dépend où on habite. Alors c'était assez intéressant. D'ailleurs, les élus du Val-Vert-du-Clin disaient « vous allez payer plus d'impôts ». Les services de Grand Poitiers, à la demande d'Alain Claes, sont tout de suite sortis des documents pour dire non, regardez, au contraire, vous allez en payer moins. Le maire de Chasseneuil, lui aussi, a fait ses petits calculs pour dire à ses voisins de Jaunet-Clan, non, en réalité, vous paierez moins d'impôts. Bon, à ce stade-là, on ne le sait pas encore, des études vont être menées. Je pense qu'il y aura des gagnants et des perdants, forcément. Armel Leny, en Charente, il y en a un qui doit être satisfait du redécoupage des intercommunalités. Il s'agit du maire de Cognac, dont l'agglomération va engloutir Jarnac et Segonzac, Michel Gourinchas. Et également Rouillac, qui est un territoire un petit peu moins riche, mais il y a une vraie cohérence, puisque tout ça, c'est un territoire de vignobles et c'est assez cohérent. En même temps, Michel Gourinchas, il est déjà à la tête d'une des communautés de communes le plus riche de France dans sa strate. Mais il y a un paradoxe. Mais il y a un paradoxe, parce qu'en revanche, quand il reprend ses habits de maire de Cognac, là, il est extrêmement démuni, extrêmement pauvre. Le rapport de la Chambre régionale des comptes qui a été rendu récemment
montre qu'il y a des vraies difficultés. Depuis qu'il est élu, il y a 7 ou 8 ans, il a augmenté les impôts 7 ou 8 fois. Quand il est maire de Cognac, il n'a pas un sou dans sa poche. Et dès qu'il devient président de la communauté communauté de communes de Cognac, pour l'instant encore, là, il a beaucoup d'argent. Mais on dit la 5e plus riche de France, c'est ça? La 5e plus riche de France dans sa strate. Mais en revanche, il n'a pas forcément beaucoup de projets pour le dépenser. C'est d'ailleurs ce qu'a souligné aussi la Chambre régionale des comptes, en disant que la communauté de communes de Cognac devait trouver des vrais projets structurants, notamment en matière économique. Arnaud Level, dans Charente-Maritime, on est passé de 22 à 9 communautés de communes, si je ne m'abuse. Il y a un cas litigieux, c'est la commune de Saint-Romain-de-Benay qui est au centre de différentes attentions. En gros, les services de l'État veulent la fusionner avec les communautés de communes de Gémozac et de Saint-Porcher, sauf que là, personne n'est d'accord. C'est ça? Mais vous savez, Jérôme, l'actualité en ce moment, c'est Astérix. Eh bien, il a changé de village. Il habite maintenant Saint-Romain-de-Benay, dont le maire a décidé d'entrer en résistance. Il ne veut absolument pas se retrouver dans cette communauté de communes née de la fusion de Gémozac et de Saint-Porcher. D'abord parce qu'il y a 3 ans, on l'a déjà forcé à changer d'intercommunalité. Il était dans une toute petite communauté de communes qui a disparu. Il a intégré la communauté d'agglomération de Royan-Atlantique. Et ce qu'il se dit, c'est que le mariage annoncé de Gémozac et de Saint-Porcher, c'est un prélude à une fusion avec la communauté d'agglomération de Saintes. Et ça, monsieur le maire de Saint-Romain-de-Benay n'en veut absolument pas. Alors je pense qu'il est bon de rappeler que les résultats des commissions départementales de coopération intercommunale sont amendables et qu'en cas de désaccord, si 2/3 des élus rassemblés dans les CDCI votent contre la carte, l'amendement est adopté, on est bien d'accord? Ouais, mais ça sera quand même extrêmement compliqué parce qu'il faut effectivement 2/3. Il faut que ensuite la commission accepte quand même de se saisir du dossier, que les arguments soient vraiment recevables. Et ce qu'on peut dire quand même globalement, c'est que cette réforme va vraiment dans le bon sens, va contre l'émiettement du territoire et constitue vraiment des forces intéressantes, notamment dans le cadre d'une grande région. Arnaud Varade va dans le bon sens, cette réforme. Et qu'on se souvient quand même qu'il y a 4 ans, il y avait une précédente CDCI, une tentative de réforme qui, dans la Vienne, n'était vraiment pas allée au bout, puisque le préfet de l'époque, Bernard Tomasini, avait été audacieux en proposant 8 intercommunalités. On était passé de 22 à 19, donc effectivement, si la réforme doit se faire, c'est maintenant. Arnaud Devel dit, il va faire quoi alors le maire de Saint-Benay? En tout cas, le maire de Saint-Romain-de-Benay promet de se battre à ses côtés les élus de la communauté d'agglomération de Royan. Il m'a dit par toute voie de droit, voilà, donc ça laisse le champ assez ouvert, contre cette décision. Il faut dire que c'est quasiment la dernière décision prise par la préfète de la Charente-Maritime, qui était sur le départ ces derniers jours. Elle est partie là jeudi. Et sans doute a-t-il manqué une volonté politique un peu plus marquée pour que on décide de résoudre ce problème, de ce cas spécifique de Gémozac-Saint-Porcher. C'est quand même quelques poignées de communes. On se dit que tout de même, si quelqu'un s'était saisi politiquement du dossier, on aurait sans doute pu s'arranger. Baptiste Bise, une dernière chose sur l'intercommunalité. Nous, dans la Vienne, ici, si ça bloque, est-ce que ça peut bloquer, je veux dire? Et sinon, est-ce que c'est coulé dans le bronze? Ça y est, c'est comme ça sera comme ça. Le Futuroscope sera intégré complètement J'imagine pas que ça puisse bouger. Comme le disait Armel, il faut les... C'est compliqué. Voilà, c'est amendable, mais dans des conditions tellement difficiles, il n'y aura pas de majorité à la CDCI pour amender la carte proposée par la préfète. J'imagine pas qu'elle changera. On passe au régional avec une campagne électorale suspendue du côté d'Alain Rousset, suite, vous le savez, au dramatique accident de la route qui s'est produit hier matin à Puisseguin en Charente. Alain Rousset qui a dû être réconforté en lisant le sondage BVA commandé par la presse quotidienne régionale. Sondage publié hier dans les colonnes de la Nouvelle République Centre Presse ainsi que dans la Charente Libre qui place la liste menée par Alain Rousset. On va le voir, vainqueur au second tour avec 46% devant la liste menée par Virginie Calmels qui recueillerait 33%. À noter la montée du Front National dans ce sondage avec un score de 21% au second tour. Baptiste Bise, quels enseignements peut-on tirer de cette enquête d'opinion? Ça confirme déjà qu'Alain Rousset est favori, on le disait depuis un moment. Les socialistes commençaient à douter depuis quelques semaines, c'était la petite musique qui circulait à gauche, c'était de dire c'est pas gagné, il faut qu'on fasse gaffe. Là je pense que ça les soulage. À droite au contraire, on sentait une dynamique et elle ne se traduit pas pour le moment dans les intentions de vote. Ce qui m'étonne surtout, c'est le faible score des Verts et du Front de gauche, 5% chacun, ça semble extrêmement bas.
c'est beaucoup plus bas que leur score habituel. C'est aussi beaucoup plus bas que les intentions de vote dont ils étaient crédités dans les derniers sondages avant l'été. Ah, c'est une fois dégringolade. Alors je ne sais pas si les Verts payent leur division, si le Front de gauche... c'est inexplicable pour moi. Il y a surtout quand même les 20% du Front National. S'ils avaient fait 13% en Aquitaine aux dernières régionales, ils avaient fait, je crois que 11% en Limousin, 5% en Poitou-Charentes. Ils se retrouvent là à 20% en moyenne sur les 3 régions. C'est-à-dire qu'ils vont faire de très gros scores. Armel Leny. Les résultats du sondage ne sont pas une surprise. Les 3 régions sont actuellement gouvernées par la gauche. Tous les 3 ont un bilan qui est plutôt bien apprécié par les sondés, puisque c'était une autre question. 48% des sondés se déclarent satisfaits de l'action de la région Poitou-Charentes. Donc un bon bilan dans 3 régions historiquement à gauche, donc c'est à peu près classique. Pour la droite, ça sera effectivement très très compliqué. On le savait déjà, on s'en rend compte encore plus. Effectivement, est-ce que les Verts, est-ce que le Front de gauche paye la forte personnalité des 2 têtes de liste principales et du coup ils accaparent un petit peu le débat. C'est peut-être aussi une des explications de ces 5%. Arnaud Varane. Je suis assez d'accord avec Armel, parce qu'effectivement, il y a 2 candidats dont on parle dans cette campagne. L'une dont on parle beaucoup au niveau national, évidemment, c'est Virginie Calmels, qui court les plateaux et qui assume cette stratégie complètement électorale. Elle l'assume complètement. Et Alain Rousset qui, en contre-pied, se saisit de cette occasion pour vraiment faire du terrain. Et il a plutôt du flair politique, évidemment, et notamment sa présence à Poitiers la semaine dernière avec 1500 personnes sur la place d'Armes à l'occasion d'une manifestation. C'est 2 stratégies opposées. Arnaud Develde, il vous a surpris ce sondage ? Ce sondage m'a surpris, surtout dans le chiffre qui est donné de la part de BVA, citant que 56% des habitants de nos régions seraient intéressés par le scrutin. Alors ça, je vous avoue que ça m'épate un peu, d'autant que les candidats passent leur temps à se plaindre, à dire que très peu de gens sont au courant de ces prochaines élections régionales, qu'ils ont un peu de mal à mobiliser. Alors je ne sais pas si c'est le signe de quelque chose. En tout cas, il semblerait que, au final, une élection, ça reste une élection et que les citoyens s'y intéressent. On est après tout à un gros mois maintenant du premier tour de scrutin. Mais j'avoue que 56%, je trouve ça élevé. Oui, d'autant que j'ai vu également que le taux d'abstention serait que entre 32 et 37% à peu près dans cette grande région. On s'imaginait davantage à 50%. Ça peut être étonnant, ça aussi, non, Baptiste ? Il y a vraiment de l'intérêt pour cette réforme aussi pour la nouvelle région. Tous les candidats le disent quand ils vont faire les marchés. La première chose dont on leur parle, c'est cette fusion de régions, cette nouvelle grande région qui va des Pyrénées, l'Espagne jusqu'à la Creuse. Il y a de l'intérêt, il y a de la curiosité. Donc, est-ce que c'est ça qui explique que les gens s'approprient ? Oui, voilà. Ils ont compris aussi une chose, c'est que cette grande région devait d'abord s'occuper d'économie et d'emploi. Et ça fait partie de la première préoccupation qu'ils mettent en avant. Et je crois qu'ils attendent beaucoup sur ce domaine-là de dynamisme économique de cette grande région, où on espère ici en Poitou-Charentes aussi profiter sans doute de l'Aquitaine. On a aussi des candidats qui mettent l'économie en avant. Rousset Calmels, c'est économie. Un mot quand même sur le FN à 20% dans la grande région, alors qu'il était à 5% au dernier régional en Poitou-Charentes. Ça vous a surpris, ça vous surprend? Pas du tout. C'est pas vraiment une surprise, c'est une tendance lourde qu'on a pu constater lors des derniers scrutins, et notamment pendant les municipales à Poitiers, un candidat Front National qui arrive à se maintenir au second tour dans une ville comme Poitiers. Ça prouve bien qu'il y a une percée et que c'est une tendance lourde, donc pas de surprise vraiment dans le fond. Et ça reste un score peu élevé par rapport à plein d'autres régions. Ce qui peut être étonnant chez nous, en tout cas on a 46% dans le Nord-Pas-de-Calais. En tout cas en Charente, c'est qu'on ne connaît pas la liste du Front National, on ne connaît pas forcément les autres non plus. Ils sont en train de s'entretuer. Ouais. On va en parler, Armel. Car vous avez raison, dans le calendrier politique, il y a une date très importante, c'est le 9 novembre, date limite pour officialiser les listes. Et pour être franc, toutes les officines politiques ne sont pas encore tout à fait prêtes. Donc, Armel Leny, première question, est-ce que c'est vrai que c'est le plus difficile pour un parti politique, c'est ça, c'est de faire des listes? Ouais. Alors là, en plus, on est vraiment étonnés. On est à moins de 2 mois du scrutin. En Charente, on a eu la liste de droite seulement hier. Celle du PS qui nous est promis depuis 15 jours sort toujours pas. La dernière excuse, c'est que le premier fédéral, il est malade et du coup, on peut pas la sortir. Mais il y a derrière beaucoup plus de problèmes. Au Front National, on a dû aller chercher une tête de liste en Haute-Vienne, c'est la grande région, puisqu'ils sont tous en train de s'entretuer en Charente. Le secrétaire départemental a été suspendu, sa principale opposante aussi. On se demande qui va rester. Mais visiblement, c'est pas ce qui sera le plus important pour eux. Certains font les frais de ces listes. C'est le cas d'Henri de Richemont, par exemple.
L'ancien sénateur et député de Charente a été débarqué, on va dire, sans trop de ménagement par le parti Les Républicains, malgré des hommages rendus lors d'une session, la dernière session en date. Ouais, effectivement, il espérait repartir pour une. Il voulait partir, lui. Pour un dernier coup. Ouais. Je pense qu'à un moment donné aussi, il faut savoir peut-être passer le relais. Ce qu'on voit quand même en Charente, c'est que c'est vraiment les Républicains et l'appareil politique qui a pris la main, puisque le président et le secrétaire départemental se retrouvent aux premières et aux troisième places. Et c'est aussi très centré autour d'Angoulême. On reviendra en Charente dans quelques instants. Baptiste, dans la Vienne, l'élaboration des listes à droite semble également faire des déçus. Parmi eux, peut-être Jacqueline Dègre, non ? Effectivement, j'ai cru comprendre que Jacqueline Dègre souhaitait être présente sur la liste d'Olivier Chartier. J'ai aussi cru comprendre qu'elle n'était pas satisfaite de ce qu'on lui proposait, donc elle n'y figurerait pas. Est-ce qu'il y a aujourd'hui un vrai conflit entre Jacqueline Dègre et Olivier Chartier ? Est-ce qu'il y a une guerre des générations, on va dire ? Je crois pas. Enfin, je pense pas. En tout cas, Jacqueline Dègre s'est pas exprimée publiquement sur le sujet. Mais ce qu'il faut quand même rappeler, c'est qu'à droite, ils sont en train de faire l'union dès le premier tour. C'est aussi pour ça que c'est compliqué. Les Républicains, l'UDI, le MoDem, même un CPNT. Ils font maintenant ce qu'Alain Rousset et puis dans la Vienne, Jean-François Macaire vont devoir faire le 6 décembre au soir et le 7 décembre. Est-ce que Jacqueline Dègre n'avait pas pu faire pour les municipales à Poitiers ? Est-ce qu'on est en train de vivre finalement un épisode supplémentaire des municipales de Poitiers où il y avait une guerre entre l'UDI et l'UMP à l'époque ? Sauf que là, on n'aura pas de liste concurrente au centre et à droite. Est-ce que Jean-Pierre Raffarin est toujours aux manettes, Arnaud Varane ? Oui, Jean-Pierre Raffarin, de toute façon, est toujours aux manettes. Il est le président de la nouvelle agence d'attractivité de la Vienne, qui va vraiment se lancer là dans les quelques semaines qui viennent, qui sera le bras armé quand même du département en matière économique. Il est à la manœuvre, effectivement, pour les listes. Il est à la manœuvre sur l'Institut Robuchon, qui doit voir le jour à Montmorillon. Jean-Pierre Raffarin, c'est l'homme fort de la droite dans le département. Arnaud Devel, dans Charente-Maritime, les faiseurs de liste à droite sont, me semble-t-il, les députés Jean-Louis Léonard et Dominique Bussereau. Bref, là, ils font quoi ? Ils rejouent la carte jeune avec une liste menée par le maire de Rochefort, Hervé Blanchet, et puis la Rochelaise Sally Chadja, c'est ça ? Exactement. Ça avait déjà été la tendance la dernière fois, lorsque Dominique Bussereau était lui-même tête de liste départementale. Il avait dit « place aux jeunes, il faut installer une nouvelle génération de politiques ». Il pensait évidemment aux municipales qui allaient venir après. Cette fois-ci, on est vraiment avec des jeunes talents de l'ex-UMP, les Républicains. Là où ça coince un peu, c'est avec l'UDI, parce que figurez-vous que pendant tout l'été, le président de l'UDI de Charente-Maritime, François Drajon, avocat bien connu de La Rochelle, et pas vraiment un grand pote de Dominique Bussereau, voilà, radical valoisien, il s'est plaint à longueur de messages sur Facebook pour dire « mais je ne suis pas associé à la constitution des listes, tout ça me passe au-dessus ». Manifestement, ça a été négocié entre appareils à Paris. Et François Drajon, n'ayant pas eu la main, lui, il est plutôt sévère avec cette liste présentée par le maire de Rochefort. Virginie Calmel se rendra à Rochefort le 3 novembre prochain. On aura la liste définitive à ce moment-là ? Voilà, c'est là qu'on l'attend, en tout cas. Elle vient à Rochefort évidemment parce que c'est le fief d'Hervé Blanchet et que c'est un endroit un peu central aussi dans le département. Ça sera pour le public de Charente-Maritime quand même une des premières occasions de la voir vraiment, parce que si elle a fait quelques apparitions, on ne peut pas dire que jusqu'à présent elle se soit vraiment intéressée à la Charente-Maritime. Quant au FN, l'objectif en Charente-Maritime, c'est de gagner 3 sièges. C'est jouable ? C'est sûrement jouable, à l'aune du scrutin que vous citiez tout à l'heure, Jérôme, mais même s'il faut toujours un peu s'en méfier. Je rappelle qu'au départemental, par exemple, on avait vu le FN un peu plus haut qu'il n'était vraiment. Donc on va bien voir. Mais en tout cas, ils sont assez confiants, et le secrétaire départemental du Front National, Jean-Marc Delacoste-Larémondi, qui est tête de liste, lui dit « on va en passer au moins 3, et ce serait même formidable si on pouvait en passer 4, voire 5 ». Alors à gauche, la Vienne semble être un des enjeux majeurs pour les socialistes, puisque Manuel Valls sera en meeting à Poitiers le 25 novembre. Ce sera, je crois, sa 3e ou 4e venue dans l'année à Poitiers, en tout cas dans le département. Arnaud Varane, ça vous évoque quoi, ces allées-venues ? Bon, il y avait un congrès d'accord, mais enfin bon. C'est un enjeu, Poitiers, la Vienne, Poitou-Charentes ? C'est une valeur refuge pour la gauche, la Vienne et Poitou-Charentes, parce que effectivement. Pas la Vienne. Poitiers est depuis. Pas au départemental toujours. Pas au départemental, mais Poitiers est quand même l'une des grandes villes de l'ouest de la France à être restée à gauche. Voilà, c'est une ville dans laquelle la gauche est très forte. On l'a vu au départemental. Ça a été l'îlot au milieu d'un océan bleu. Et donc, malgré le refus d'Alain Claes de participer au gouvernement, le Premier ministre se déplace à Poitiers. Je ne pense pas que ça ait entaché leur relation, mais je voudrais rajouter sur ce que disait Arnaud. Ce qui est intéressant
au départemental dans la Vienne, c'est que si on compte le nombre de suffrages, il y avait plus de voix de gauche que de voix de droite. Après, c'est le mode de scrutin, le découpage des cantons qui a favorisé la droite, clairement. Il y aurait eu une proportionnelle comme au régional, on aurait peut-être aujourd'hui un conseil départemental de gauche dans la Vienne. Armel, je reviens avec vous en Charente pour le Front National. On l'a dit, il y a une vraie, alors pour le coup, il y a une vraie guerre, une guérilla même vraiment très dense entre l'ancien secrétaire départemental Christophe Gillet et d'autres personnalités du Front National. Et Christophe Gillet a été débarqué par un militant de Limoges. Qui a, je l'ai lu quelque part, déclaré connaître un peu la Charente parce qu'il traverse le département en voiture. Ouais, alors c'est un petit peu exagéré. En fait, il est de Haute-Vienne, limite Charente. Il a travaillé pendant 20 ans à Étagnac, justement la patrie de Henri de Richemont, qui est en Charente. En fait, on l'a appelé à la rescousse parce qu'en Charente c'était la guerre et qu'il fallait mettre une nouvelle tête. Lui, il n'était pas intéressé, il connaît pas trop le sujet. On l'a posé là, on va lui fournir une liste clé en main. Mais c'est compliqué puisque les deux seuls élus qui commencent à être un peu connus localement, Christophe Gillet à Jarnac, conseiller municipal, et Isabelle Lassalle à Cognac, ont tous les deux été suspendus puisque tous les deux passent leur temps à s'envoyer des amabilités sur les réseaux sociaux. Compliqué aussi, on l'a dit, chez les socialistes. Martine Pinville, qui était sur ce plateau la semaine dernière, nous avait dit que la liste était prête. Vous en êtes sûr, vous ? Ouais, tous les jours, ils nous disent on va vous la donner, on va vous la donner. Et le dernier épisode, ce que je vous disais, la maladie du premier fédéral. C'est très très compliqué. Il y a d'abord le problème d'accord avec le PRG qui souhaite avoir la 5e place. Jean-François Doré veut absolument pas leur lâcher. Et puis il y a surtout eu l'arrivée sur la liste du président de la Chambre des métiers qui est connu étiqueté à droite et qui ça a jeté un sacré trouble puisqu'il se retrouvait avec des gens de gauche également de cette ville de Barbezieux face à lui qui ont préféré jeter l'éponge et démissionner. Alors, on voit bien que c'est compliqué de faire des listes. C'est vraiment très compliqué. Petit problème avec cette campagne, on l'a vu avec le meeting de Virginie Calmels à Limoges, c'est avant tout Nicolas Sarkozy et Alain Juppé qui étaient au centre des regards. Est-ce que, et du coup, on en a plus parlé de la primaire à droite que des régionales. Arnaud de Velde, est-ce qu'il manque dans cette campagne tout simplement des programmes ? Mais c'est mon inquiétude, mon cher Jérôme. C'est pas la première fois que je m'ouvre de telles inquiétudes d'ailleurs. On avait déjà constaté un peu ce phénomène au départemental. Il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond à l'heure actuelle. Jeudi à Bordeaux, à Sciences Po, avec nos confrères de Sud-Ouest, les deux principaux candidats étaient invités à débattre. Ils ont passé leur temps à s'écharper sur le bilan. L'un le jugeant excellent et l'autre évidemment le critiquant. Mais j'ai quasiment rien entendu. Alors bien sûr, les candidats nous disent qu'ils vont s'occuper des entreprises. Il manquerait plus qu'ils ne le fassent pas. Ils vont s'occuper des transports. Là, il y a semble-t-il une vraie différence d'approche entre Virginie Calmels et Alain Rousset. Alain Rousset, lui, est pour nettement le ferroviaire. Virginie Calmels veut plutôt travailler sur les routes. Mais pour le reste, on n'a pas entendu parler de développement touristique, par exemple. On a très peu entendu parler de quelque chose qui nous fasse rêver de cette grande région, qui va être grande comme l'Autriche. Baptiste Bise. Ils ont beaucoup travaillé sur les listes jusqu'à présent, et comme vous le disiez, c'est un vrai casse-tête. Dans la Vienne, par exemple, on prend la liste de droite, UDI, Modem, les Républicains, des hommes, des femmes, des territoires. Le boulot qu'ils font sur les listes les empêche de bosser sur le fond ? Je pense que le programme, il est peut-être prêt, mais qu'ils vont commencer à en parler maintenant. C'est aussi une stratégie de campagne. Les documents ne sont pas sortis, on ne connaît les programmes d'aucun candidat à ce jour. Armel Leny. En même temps, quelle différence il peut y avoir sur des programmes, quand on travaille par exemple sur l'économie, entre quelqu'un de droite et quelqu'un du PS. Aujourd'hui, on voit bien que c'est compliqué de se démarquer. Ils vont un peu tous dans la même direction. Vous dites qu'il n'y a pas de politisation possible du débat par rapport au programme. Est-ce que c'est un avantage pour le Front National, par exemple, Arnaud ? Je ne sais pas si c'est un avantage pour le Front National. Je sais qu'on peut quand même se démarquer, et notamment quand on est aux manettes. Ségolène Royal, de 2004 à 2014, s'est clairement démarquée. Elle a eu une présidence différente de celle de ses collègues, et notamment d'Alain Rousset. Donc, avec beaucoup de communication. Quand même. Avec énormément de communication, effectivement. On était sur du ségolénisme plus que sur autre chose. Tout à fait. Mais elle a fait des choix économiques peut-être malheureux. On pense aux véhicules électriques. Mais voilà, elle a agi comme un capital risqueur. Arnaud de Velde, quand vous parlez du fond, on pourrait parler de la 831, on peut parler de la ligne ferroviaire Nantes-Bordeaux, des dossiers qui, oui, effectivement, on les entend plus parler, parce que du coup, la 831, c'est mort et enterré.
C'est mort et enterré, ça je vous le confirme, depuis la fin de la déclaration d'utilité publique. Et maintenant, on le sait, l'enterrement de première classe est achevé dans le bureau du Premier ministre il y a quelques semaines à Matignon. Donc victoire de Ségolène Royal face à Manuel Valls. Ah mais, total. Alors, je ne sais pas si c'est une victoire face à Manuel Valls. Moi, je me demande si Manuel Valls n'avait pas adopté une position très très prudente finalement. Quand on relit bien les courriers qu'il a fait connaître auprès du président du conseil départemental, etc. Moi, je suis pas certain que Manuel Valls avait très très envie que ce dossier aille au bout. Il a simplement attendu que le temps fasse son œuvre. Il y avait une impossibilité technique. Il fallait que le Conseil d'État prolonge la déclaration d'utilité publique. Tout ça s'annonçait très très mal. Et finalement, Ségolène Royal, qui dès l'année d'avant avait annoncé que ça n'aurait pas lieu, a eu raison. Il y a quelque chose qu'on entend, on parlait des marchés. Aller dans le marché, les gens vous disent oui, mais qu'est-ce qu'on va devenir, nous par exemple à Poitiers, qu'est-ce qu'on va devenir à Limoges et bien même à Angoulême. Angoulême, on va être au centre de la nouvelle région. Exactement. Et quand on voit les hommes politiques qui savent pas trop quoi répondre à ces inquiétudes des Poitevins, est-ce que vous avez cette même impression, ce même constat que les hommes politiques n'ont rien à leur assurer? Il y a effectivement, faites-nous confiance. Il n'y a effectivement pas d'assurance à donner aujourd'hui et ça commence par les personnels de l'État dans les régions, ça commence par les personnels de la région. Moi, je note qu'il y avait la semaine dernière une manifestation devant les locaux de la DREAL, donc la direction de l'environnement, qui normalement devrait être à Poitiers, la grande direction régionale, et une semaine plus tard, un événement sur le dialogue social territorial. Voilà, donc on voit bien qu'il y a des inquiétudes qui sont jour et les hommes politiques n'ont pas de réponse. Baptiste. Ce qui est certain aussi, et tous les élus le disent, c'est que pour Poitiers, il y a un modèle à réinventer. Poitiers, depuis 40 ans, vit sur son statut de capitale administrative. Donc c'est le Grand Poitiers, le modèle à réinventer. Grand Poitiers sera un outil pour réinventer Poitiers, et on voit bien qu'Alain Claës s'inscrit dans la stratégie d'Alain Rousset depuis quelque temps. Il parle beaucoup de développement de l'emploi privé, par opposition de l'emploi public, et il aimerait que le modèle que Alain Rousset a développé en Aquitaine puisse s'appliquer à Poitiers, faire venir des entreprises autour de l'université. Il vient d'ailleurs d'annoncer le lancement d'une direction de l'économie, du numérique, voilà, un grand outil pour ça. Dernier mot, il nous reste 20 secondes, messieurs, pour terminer la question que je pose chaque semaine à mes invités. Quel nom donneriez-vous à cette future grande région, Armel Leny? Voilà, Grande Aquitaine me semble assez clair. La Nouvelle-Aquitaine peut-être. La Nouvelle-Aquitaine. Arnaud Develde? Sud-Atlantique, moi ça me plairait bien. Baptiste. Moi je suis comme Raffarin, je vote Grande Aquitaine, mais Rousset vote Nouvelle-Aquitaine et c'est lui qui est pour le moment bien placé. Donc, bien, écoutez, mais on va bien voir ça, on verra ça d'ici en tout cas maximum juin, je crois, 2016, avant fin juin. C'est la fin de cette émission. Merci messieurs d'avoir accepté notre invitation. Merci Arnaud Develde d'avoir été en duplex de La Rochelle. À très bientôt. Pour voir ou revoir ce numéro de La Voix est libre, vous savez où vous rendre, c'est sur notre site internet poitou-charentes.france3.fr ou sur plus.fr. Tout de suite, le journal de la mi-journée présenté par Marion Mercier. Lisez la presse quotidienne régionale. Excellente semaine à tous.